pas vous crier, on ne vous entend pas, ou alors plus fort, enfin quelque chose. Voilà, donc comme dit, je m'appelle Aurèle Champigny, je suis doctorante, c'est-à-dire que je fais une thèse de doctorat au laboratoire de physique des solides à Orsay. Alors une thèse de doctorat, c'est ni plus ni moins que l'apprentissage du métier de chercheur. Et ça dure 3 ans, pendant lesquels on est 90% de son temps, voire 100% dans un laboratoire. On fait le travail d'un chercheur et à la fin, on rédige un manuscrit et on a une soutenance sur le travail qui a été effectué pendant ces 3 ans. Parfois, on a aussi d'autres tâches. On peut choisir de prendre ce qu'on appelle un monitorat, qui est simplement, outre une manière de s'évader du laboratoire, l'occasion de faire autre chose. Et c'est un peu la raison pour laquelle je suis là devant vous aujourd'hui, c'est que mon monitorat concerne la vulgarisation. Donc en fait, je viens dans les lycées et je parle de la recherche, de ce que je fais au laboratoire de physique des solides, de mon domaine en particulier, qui est les mousses et les films de savon. Et j'essaye de vous montrer des choses marrantes là-dessus, avec des expériences, avec des images, avec ce que je peux. Alors, pour commencer, on va commencer à situer. Oui. Ça va vraiment bien. Commençons par le commencement. Orsay, c'est là. Donc il y a des champs. Ah ouais, c'est carrément la campagne. Donc vous voyez, je viens en chaussures de marche tous les matins. Et à part des vaches, il y a aussi, et oui, on n'a pas du mal à le dire comme ça, il y a aussi un grand pôle en fait en physique, avec l'université d'Orsay, ici, et l'école polytechnique que vous connaissez peut-être, qui se trouve ici, qui contient non seulement l'école, mais aussi un certain nombre de laboratoires. S'il vous plaît. Le CEA, Commissariat à l'énergie atomique. Donc ça, c'est un organisme qui est financé par le ministère de la Défense, où ils font aussi de la recherche. Vous avez également pas mal d'écoles, Supélec, certains d'entre vous veulent peut-être y aller. C'est aussi dans les champs. Soleil, qui est un synchrotron, où on produit des rayons de très haute énergie. Bref, à part des vaches, il y a aussi donc une sacrée quantité de labos, de chercheurs qui travaillent à l'université Paris-Sud. Et moi, c'est là-dedans que je travaille. Donc, ce bâtiment-là en forme de croix, j'y vais tous les matins, je passe dans les champs, j'arrive là. Voilà, c'est là que je bosse et que je vais bosser pendant les années à venir. Alors, je vais vous parler de recherche en physique. La recherche en physique, ce que vous en voyez la plupart du temps, c'est peut-être ce qu'il y a dans Sciences et Vie, ou je sais pas, ce que vous entendez à la radio, à la télé. On vous parle la plupart du temps de 2 choses. L'infiniment grand, l'astrophysique de manière générale, qui fait rêver avec les jolies lumières, donc avec les télescopes, ce genre de choses. Et on vous parle aussi, et on vous a parlé plus particulièrement récemment, de l'infiniment petit, notamment avec la découverte à Genève, au CERN, du boson de Higgs, donc une nouvelle particule. Vous en avez sûrement entendu parler de manière assez extensive. Donc, finalement, on a une certaine disproportion dans ce qui est médiatisé en physique par rapport à la recherche qui est vraiment effectuée. Parce que vous avez de l'infiniment grand, de l'infiniment petit. Et bien, ce dont moi je vais vous parler, et ce qu'on fait de manière générale au laboratoire de physique des solides, c'est ce qu'il y a entre les deux. Alors, ce qu'il y a entre les deux, on peut le mettre dans 3 cases. Alors, c'est bien sûr pas exhaustif, mais en tout cas, c'est ça qu'on fait au laboratoire de physique des solides. Vous avez les nouveaux états électroniques de la matière. Ça recouvre principalement les supraconducteurs, donc des états bizarres de la matière à très très basse température, qui génèrent des phénomènes de lévitation, comme vous voyez là. Un aimant qui lévite au-dessus d'un supraconducteur. Vous avez ce qu'on appelle les phénomènes physiques aux dimensions réduites. Donc ça, c'est principalement aussi des recherches autour des nanotubes de carbone. Peut-être que vous en avez entendu parler aussi. Les nanotubes de carbone, ce sont des nanotubes, donc des tubes, à l'échelle nanométrique. Un nanomètre, pour ceux qui ne sont peut-être pas super familiers avec ces ordres de grandeur-là, un nanomètre, c'est 100 000 fois plus petit que le diamètre d'un cheveu. Donc les gens qui travaillent là-dessus, ils travaillent avec des objets qui sont 100 000 fois plus petits que le diamètre d'un cheveu. C'est assez phénoménal. Et ils en font des choses, ils font passer de l'eau dedans, enfin vraiment, je veux dire, c'est pas de la cuisine, quoi.
Donc, dimension réduite, pourquoi? Parce qu'un nanotube, c'est unidimensionnel, c'est une droite, si vous voulez, une ligne. C'est pour ça qu'on dit dimension réduite. Et enfin, le troisième axe sur lequel on travaille, et dans lequel je travaille en particulier au LPS, c'est la matière molle, ce qu'on appelle la matière molle. Alors ça fait un peu rire comme ça, matière molle, mais effectivement, la matière sur laquelle on travaille, elle est molle. Donc, on va dire que ça... On comprend bien ce qu'on veut dire, même si l'appellation n'est pas forcément très heureuse. Et aussi tout ce qui est interface entre physique et biologie, parce qu'il y a énormément de recherches qui se font là-dessus, avec des bactéries notamment, mais aussi la mécanique des tissus cellulaires, et bien d'autres choses. Donc voilà, le petit cadre apparaît. Alors, maintenant je vais vous parler, je vais essayer de vous raconter l'histoire un peu de ce qu'on fait dans mon équipe. Donc je vais d'abord vous présenter les personnages. Les personnages sont les membres de mon équipe, parce que contrairement à l'image qu'on en a peut-être avec le professeur Tournesol ou les autres héros de bande dessinée, à mon époque c'était Tournesol, je suis un peu vieille, le chercheur ne travaille pas seul, il travaille en équipe. Et donc là vous avez les chercheurs qui sont en fait des chercheuses à proprement parler, parfois enseignants-chercheurs, qui ont aussi des tâches d'enseignement à l'université, qui sont donc mes supérieurs directs. Emmanuelle, ma directrice de thèse à gauche, Wiebke, qui est allemande. Je vous ai mis des petits drapeaux pour vous montrer aussi qu'en recherche, on reste pas chaque pays dans son coin. La plupart du temps, on est amené à bouger, à collaborer, voire à aller s'installer ailleurs pour travailler. Donc Wiebke est allemande, elle a un poste permanent au LPS. Dominique, qui est notre grand Manitou, et Anina, qui vient de Finlande, qui travaille aussi avec nous. Et donc ça, si on veut, c'est nos grands chefs, mais après, il y a tous ceux qui travaillent, disons, qui mettent les mains dans le cambouis un peu plus. En particulier, nous avons des ingénieurs de recherche. Vous avez Clément, là, qui est en train de construire un bidule, je ne sais pas si vous voyez, là, qui a l'air assez technologique sur son ordinateur. Et puis vous avez Sandrine qui joue avec son oscilloscope, enfin qui essaie d'avoir un signal, c'est pas gagné. Et puis vous avez ce qu'on appelle les non-permanents, c'est ceux qui restent là pour 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis après qui vont continuer leur recherche ailleurs. Donc ça c'est typiquement les doctorants, comme moi. Donc, en doctorant on n'est que 2 pour l'instant, il y a Pavel qui est russe, et moi-même. Et vous avez aussi les post-doctorants, donc c'est des chercheurs qui ont déjà eu leur diplôme de doctorat, ils sont docteurs. Et par contre, ils n'ont pas un poste permanent pour le moment, parce que les postes permanents sont relativement difficiles à avoir. Donc, il y a toute une période où ils font des contrats de 1 an ou 2 ans dans des labos, et donc, ils ont la position de post-doc. Donc là, vous avez Mathieu et Shan, qui est écossaise, qui sont arrivés tous les deux en janvier. Alors, qu'est-ce qu'on fabrique au laboratoire de physique solide, oui, et aussi dans notre équipe. Nos objets d'étude sont les mousses, principalement. Donc une mousse, c'est juste une dispersion de bulles de gaz dans un liquide. Enfin, ce que moi j'appelle une mousse, en tout cas. Les émulsions, c'est une dispersion d'un liquide dans un autre, les 2 liquides n'étant pas miscibles. Donc typiquement, c'est la vinaigrette. Hein. Et aussi les mousses d'émulsion qui sont, si on veut une combinaison des 2 précédents, on prend une émulsion et on fait des bulles dedans, alors en agitant, et ça fait aussi des objets physiques tout à fait intéressants et tout à fait comestibles aussi, parce que la chantilly, c'est ça par exemple. Alors, moi je travaille plus particulièrement sur les mousses, donc c'est de ça que je vais vous parler. Et donc, déjà, je vais essayer de vous dire pourquoi on s'intéresse aux mousses. Parce que, bon, les mousses, ok, c'est joli, on fait joujou dans le bain avec ça. Mais avec cette diapositive, je veux juste vous montrer que, en fait, elles ont les mousses que j'appelle liquides, donc les dispersions de bulles de gaz dans un liquide, ont des applications à peu près partout dans le quotidien et aussi dans le moins quotidien. Vous avez la mousse à raser, vous avez le savon, vous avez la bière, la mousse au chocolat, la mousse de tout ce que vous pouvez imaginer de comestibles, mais aussi des applications un petit peu plus sérieuses, je dirais. Non pas que la nourriture soit pas un sujet sérieux,
Des applications un peu plus sérieuses avec les mousses qui servent à éteindre les incendies. Parce que pourquoi est-ce que ça marche mieux, pourquoi c'est plus efficace que de balancer juste un seau d'eau sur un feu? C'est simplement qu'une mousse, avec disons 1 litre de liquide, on peut arriver à produire en très très peu de temps un volume de 10 litres de mousse. Donc avec juste une fraction donc, de 1/10, on arrive à multiplier le volume par 10. Et ça a l'avantage immense que ce qui étouffe le feu, vous le savez, c'est le manque d'oxygène, donc l'absence du comburant. Et donc avec de la mousse, on peut arriver à faire un volume couvrant tout à fait gigantesque avec peu de liquide et en peu de temps. C'est pour ça que ça sert bien pour éteindre les incendies. Après, je vais aussi vous parler, parce que ça concerne le sujet de ma thèse, d'une autre catégorie de mousse, qu'on appelle mousse également, qui sont les mousses solides. Alors vous êtes sans doute un peu moins familier avec ce type de mousse-là, parce que c'est vrai que la mousse, on pense tout de suite à la mousse liquide, mais les mousses solides sont tout aussi omniprésentes que les mousses liquides dans notre quotidien. Donc, mousse solide, c'est simplement dispersion de bulles de gaz dans un solide. Exemple, le pain. Mais aussi le gruyère. Après, je passe de nouveau aux applications un peu plus sérieuses. Les mousses isolantes, donc isolantes vis-à-vis du son, vis-à-vis de la chaleur, une mousse isolante vis-à-vis des chocs également. Vous avez de la mousse de polystyrène dans vos casques de vélo, ou de moto, ou de skateboard, ou je sais pas. Et mousse de polyuréthane dans les sièges dans lesquels vous êtes assis. Là, vous êtes tous assis sur une mousse solide. Donc, c'est finalement je dirais même qu'elles sont presque encore plus présentes dans notre quotidien que les mousses liquides, mais on y fait un peu moins attention. Alors, le problème qu'on se pose dans notre équipe, donc l'équipe interface liquide, c'est la suivante. Donc, c'est comment je passe d'une mousse liquide à une mousse solide, pas n'importe comment, en contrôlant bien les propriétés de la mousse solide que je veux obtenir. Je m'explique. Vous savez très bien qu'on peut faire... alors, il y a plein de manières de faire des mousses solides. Une méthode, c'est de faire une mousse liquide avec des propriétés, telle taille de bulle, telle fraction de liquide à l'intérieur. Et puis après, si on veut... ça, on sait bien faire. Si on veut faire une mousse solide, cette fois, qui a des propriétés, donc qui a la même structure, c'est tout de suite beaucoup moins facile, parce que on a plein d'étapes à passer. Donc vous avez déjà à obtenir la structure des mousses liquides, ensuite solidifier. La conservation, si vous voulez, de la structure de la mousse lors d'un processus de solidification, alors je vous en parlerai un petit peu plus après, pour l'instant on appelle juste ça solidification. C'est absolument non trivial. Il n'y a rien qui vous dit que votre mousse, quand vous la faites liquide, vous arrivez à la solidifier d'une manière ou d'une autre, il n'y a rien qui vous dit qu'elle va garder la même structure, en particulier parce que les mousses vieillissent. Vous avez déjà remarqué quand vous prenez votre bain, si vous oubliez, disons que vous avez fait couler un bain, au début vous avez une grande montagne de mousse, vous revenez 1 heure après, il n'y a plus rien. La mousse liquide, c'est pas quelque chose de stable dans le temps, ça se déstabilise, ça disparaît. Et donc, quand on veut solidifier une mousse liquide, on a le problème que notre mousse liquide, elle se fait la malle au fur et à mesure. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut caractériser de manière approfondie pour arriver à solidifier de manière contrôlée. Donc après, on arrive à la structure de ces mousses solides, donc qui est ce qu'on veut. Et alors, pourquoi je m'obstine sur la structure des mousses solides? Simplement parce que la structure des mousses solides, elle conditionne complètement les propriétés mécaniques d'une mousse solide. Donc, propriété mécanique, c'est à quel point votre matelas il est dur ou il est mou, à quel point vous vous enfoncez dans le siège ou pas, c'est typiquement ça. Et ça, à l'heure actuelle, la connaissance qu'on a si on veut, on sait faire des mousses dures, des mousses solides dures ou molles, mais c'est vraiment en essayant à chaque fois. Bon, on essaye, on met ça, ça fait ça, ouais, on remet un peu plus de ça. C'est très très empirique comme connaissance, et on n'a pas de compréhension vraiment profonde, fondamentale, je dirais, des processus qui nous permettent d'obtenir une certaine structure pour les mousses solides. Et donc nous, c'est un peu sur ce thème général que le groupe travaille.
la stratégie qu'on a choisie dans le groupe, parce que le groupe s'appelle interface liquide, il n'y a pas tellement le mot mousse dedans, donc ça peut paraître un peu bizarre. La stratégie qu'on a choisie, c'est la suivante. Quand vous regardez cette mousse liquide là, vous vous dites, enfin moi je me dis en tout cas, c'est déjà vachement compliqué quand même. Alors bon, qu'est-ce que je fais quand j'ai un truc compliqué? C'est un peu comme quand on a une grosse pelote de laine avec plein de nœuds. On essaye de dénouer d'abord les petits nœuds individuels, on ne tire pas comme ça, enfin si on peut, mais ça n'aidera pas. Donc, comme dit le chat, là, qui a un problème avec une pelote de laine, on décompose le problème gros et compliqué en petits problèmes moins compliqués qu'on saura résoudre individuellement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on va essayer de trouver, d'aller à une échelle, disons, de longueur telle qu'on trouve le composant élémentaire de la mousse liquide. Alors là, vous avez une mousse liquide, bon, ok. Si maintenant je zoome un peu, un ensemble de bulles, bon, c'est moins compliqué, mais c'est toujours compliqué. Une bulle individuelle, ça c'est déjà mieux. On arrive à peu près à comprendre comment ça marche, mais ça reste trop. Ensuite, vous pouvez aller encore plus loin. Finalement, la bulle, c'est simplement un film de savon individuel qui est replié sur lui-même. Donc là, vous avez par exemple un film de savon qui se sépare en deux bulles. Et on peut même encore aller plus loin. L'étape la plus petite échelle à laquelle nous, on s'intéresse dans le groupe, c'est simplement une interface entre un liquide et l'air. Alors, une interface, pas n'importe laquelle, un liquide qui va permettre de faire une mousse. Donc, on va y revenir. Donc moi, pour ma présentation, c'est un peu ça que je vais faire, mais à l'envers. Je vais suivre un peu la démarche qu'on a au laboratoire, qui est de regarder le composant élémentaire de la mousse, donc en l'occurrence, là, l'interface liquide-air, aussi le film de savon, et remonter petit à petit vers la bulle, l'ensemble de bulles, la mousse. Donc on va partir d'ici et on va faire tout le trajet vers le haut pendant la présentation. Donc c'est ce que je raconte là. On va d'abord regarder ce que c'est qu'une molécule de savon, voir comment ça fait un film de savon, passer du film à la bulle de savon, puis de la bulle à la mousse. Et après je vous parlerai un peu plus des mousses solides, qui est le sujet de recherche vraiment chaud qu'on traite en ce moment. Et puis à la fin, je vous ai fait un petit reportage photo sur mon labo, avec nous en train de faire les imbéciles dans le labo, des petits trucs marrants avec des ragots du people. Voilà. Ah, chose importante. Chose importante, ça va demander toute votre concentration. Ces symboles-là veulent dire qu'il se passe quelque chose. La marque jaune signifie manip. Et dès que vous voyez la marque jaune, ça veut dire qu'il va y avoir une manip. Donc si vous voyez la marque jaune et que rien n'arrive, il faut crier. C'est que j'ai oublié. Je ne fais pas exprès, mais c'est que j'ai oublié. Donc ça veut dire en gros il se passe quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il y a une attaque radioactive, ça veut juste dire que je vous parle d'un sujet qui est de la recherche actuelle. Donc c'est pas... contrairement, en fait c'est à distinguer des moments où je vous explique un petit peu comment ça marche, des trucs sur les bulles, les mousses, etc. Des fois, je vous parle carrément de sujets super chauds, et il va y avoir ce petit logo-là qui va vous aider à faire la différence. Donc, c'est parti, molécule de savon. Alors, certains d'entre vous le savent peut-être déjà, le savon, ce qu'on appelle molécule de savon de manière générique, en fait, on peut dire que ça a globalement deux parties. C'est une molécule qui a une tête, donc en rouge, hydrophile, donc qui aime l'eau, et une queue, que j'ai fait en blanc là, qui n'aime pas l'eau, hydrophobe. Donc la molécule, le résultat net de ça, c'est que la molécule, elle est ce qu'on appelle amphiphile, elle a un bout qui aime l'eau, un bout qui n'aime pas l'eau. Et dans le jargon, on appelle ça en général un tensioactif ou un surfactant, enfin bon, on a plein de noms pour ça. Et la question qu'on peut se poser, c'est, ok, vous me dites que vous mettez ça dans le shampoing ou dans les machins comme ça, mais bon, qu'est-ce qu'elles ont de spécial? Qu'est-ce qu'elles font ces molécules finalement quand on les met dans l'eau? C'est ça la question. Manip. Donc je vais essayer de vous faire une petite manip simple. Voilà, une petite manip
c'est de regarder comment se répartissent les tensioactifs à une interface liquidaire. Donc là, c'est juste de l'eau. Hein. Là, vous le voyez, j'ai une boîte de pétri, vide. Je mets un peu d'eau dedans, puisque là, rien d'excitant. Du poivre. Alors ça, c'est pas pour le goût, hein, c'est juste pour visualiser mieux la surface, parce que je sais pas vous, mais moi, je vois très bien la surface, là. Donc en gros, je vais saupoudrer du poivre pour qu'on visualise un peu mieux la surface de l'eau. Voilà. Vous la voyez là? Je vais peut-être pas me mettre devant la mienne. C'est bon? J'en remets un peu plus. Ah, il y a une chose aussi que je vous ai pas dite, mais dans cet exposé, en fait, le mieux c'est que vous interveniez pendant. Donc si vous avez des questions, des curiosités, un truc qui vous passe par la tête, une connerie à dire, vous levez la main et puis c'est parti. C'est vraiment mieux, le mieux c'est que ça soit vraiment vivant, interactif. Moi je m'arrête et je réponds aux questions, il n'y a vraiment pas de souci, quoi. Donc, là, je vous l'avez peut-être pas vu, mais j'ai pris une solution savonneuse, enfin j'ai pris du savon dans cette petite pipette là j'ai du savon là-dedans, j'en ai là-dedans aussi. Alors c'est du liquide vert, vous verrez peut-être tout à l'heure, c'est pas avoir peur, c'est juste du collant. Et je vais déposer une goutte de savon au centre. Regardez bien. Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Allez, je suis sûre que vous pouvez deviner. Ouais. Les molécules de savon sont parties sur les côtés et ont porté les molécules par le corps. Pas loin. Les molécules de savon, en fait, se sont réparties à la surface, et comme il y avait déjà les grains de poivre à la surface, elles les ont poussées pour se faire de la place. C'est ça qui se passe. Donc en gros, la conclusion de cette expérience, toute simple, que vous pouvez faire chez vous sous la supervision d'un adulte, c'est que les molécules de savon se répartissent préférentiellement à l'interface entre l'eau et l'air. Ça, c'est finalement, on aurait presque pu le deviner avant, parce que vous avez la tête rouge qui aime l'eau, la queue qui aime pas l'eau. Bon, bah la tête, elle va se mettre dans l'eau, la queue, elle va se mettre dans l'air, et tout le monde sera content. Voilà déjà la première conclusion. Après, comment ça marche dans un film de savon? Un film de savon, c'est tout simplement deux interfaces liquide-air. Donc vous avez deux fois une couche de tensioactif, une sur chaque interface, une ici, une là. C'est la conséquence directe de ce qu'on a vu avant. Après, je voudrais attirer votre attention sur un truc. C'est que, alors, les films de savon, vous savez faire. Hein, je veux dire, vous avez pas... Il n'y avait pas un symbole manip? Ouais, c'est ça, hein, vous avez pas dit. Hein. Fallait crier plus fort, hein, moi j'ai pas entendu. Alors, la manip extraordinaire que j'allais vous faire, que vous alliez louper, c'est un film de savon. Regardez. Devant vos yeux ébahis, je vous montre un film de savon. Voilà. C'est plat, c'est transparent. Je vais voir si on voit mieux à la caméra. Est-ce que vous le voyez là? Les petits reflets? Voilà, un film de savon. Vous n'auriez pas voulu la manquer celle-là. Ok, donc ce film de savon que vous savez très bien faire depuis que vous avez 3 ans, eh ben, je vous en ai mis un là, sur un petit anneau, le genre de truc qu'on vend pour faire des bulles. Il est 100 à 1000 fois plus fin qu'un cheveu. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est, 100 à 1000 fois plus fin qu'un cheveu. Enfin, disons que déjà couper les cheveux en 4, c'est pas évident. Alors, en 100 ou en 1000, je vous laisse deviner. Et la question qu'on peut se poser, c'est finalement ce film de savon si mince. Quand je dis 100 à 1000 fois plus fin qu'un cheveu, c'est 100 nanomètres, 1 micromètre. Comment est-ce qu'on sait qu'il est si fin? C'est vrai ça? J'ai déjà essayé avec un double décimètre de venir mesurer l'épaisseur du... Ben, ça marche pas. Ça marche pas avec un double décimètre. Alors à votre avis, comment on fait? Qu'est-ce que vous connaissez comme méthode pour mesurer des toutes petites longueurs? Ouais? Ouais? Alors, j'ai entendu des mots, plein de mots scientifiques. J'ai entendu un mot que j'aime bien, c'est lumière. Donc
Donc c'est avec la lumière. Oui? Avec un interféromètre sur une console. Alors, en fait, vous n'avez même pas besoin d'interféromètre. C'est le... Mais ça marche aussi. C'est le film lui-même qui vous fait les interférences. En fait, c'est des interférences en lumière blanche qui permettent d'obtenir l'épaisseur du film de savon. Donc, bien passer à voilà, donc là il y avait du suspense, mais bon, vous êtes trop fort, donc vous avez déjà tout deviné. Pour connaître l'épaisseur de ce film-là, en fait, on utilise sa couleur. Sa couleur. Quand on l'éclaire en lumière blanche. Alors, ça par exemple, c'est un film qui a été fait au Palais de la Découverte en 2005. C'est un film qui est, ça se voit peut-être pas très bien sur la photo, mais il est accroché au plafond et alimenté en permanence en liquide savonneux, quoi. Et il fait 10 mètres de haut. 10 mètres de haut. C'est un sacré boulot, quand même. Et ça, ça a été fait donc il y a 5-6 ans, comme ça, au Palais de la Découverte. Alors, pourquoi je vous ai montré cette photo? C'est parce qu'on voit très bien, je sais pas si... Ouais. On voit très bien sur la photo que je viens de vous montrer les magnifiques couleurs, les irisations du film de savon. Et ça vous a sûrement fait penser à quelque chose qui est simplement les couleurs de l'arc-en-ciel que vous voyez quand vous avez de la lumière blanche qui est envoyée sur un prisme et dispersée. Donc selon la couleur finalement, donc la longueur d'onde pour ceux qui connaissent la notion, la direction du rayon change. Alors la raison pour laquelle les films de savon sont colorés finalement, c'est un tout petit peu différent. La raison pour laquelle les films de savon sont colorés, c'est un phénomène physique que certains d'entre vous connaissent très bien et d'autres peut-être moins. C'est pour ça que je me permets de le rappeler, qui est les interférences lumineuses. Donc, alors, je ne vais pas du tout m'étendre dans les détails, hein, mais en gros, quand on envoie de la lumière blanche, vous avez sur le film de savon, vous avez une partie de la lumière qui se réfléchit sur le premier film, une partie qui se réfléchit sur le second film. Ces deux lumières-là vont faire ce qu'on appelle des interférences, elles vont interférer entre elles. Et le résultat net, c'est que la lumière qui sort, donc qui est réfléchie par le film, est colorée, alors que la lumière qu'on a envoyée est blanche. Donc, alors, toujours pas d'épaisseur à l'horizon, hein, je veux dire, on est d'accord. La raison pour laquelle ça nous aide à mesurer l'épaisseur, c'est que la couleur qui ressort est complètement déterminée par l'épaisseur de mon film de savon. Ça, pour ceux qui sont en prépa, vous le connaissez très bien, c'est l'interféromètre de Fabry-Perot, pas de Michelson, mais en lumière blanche, pas en monochromatique. Je vois que c'est des bons souvenirs, c'est ça? Voilà, bon, pas plus d'interférences que ça. On va aller voir les couleurs des films. Donc là, c'est un petit récapitulatif. C'est ça le seul message à retenir de ce que je raconte, c'est pas les Fabry-Perot. C'est vraiment qu'à chaque épaisseur de film de savon correspond une couleur réfléchie. Donc, en gros, là, je vous ai mis un film fin, il réfléchit, mettons, du rouge quand on lui envoie de la lumière blanche. Je vous ai mis un film épais, il réfléchit du vert quand on lui envoie de la lumière blanche. Donc la couleur du film de savon, la couleur apparente du film de savon, vous donne une mesure locale de son épaisseur. C'est fort quand même. C'est-à-dire que si vous êtes super fort, comme Newton par exemple, c'est lui le premier à avoir remarqué ça. Newton, que vous connaissez bien par ses 3 lois en mécanique, il est le premier à avoir remarqué que d'un seul coup d'œil, en fait, si on quantifie, si on veut, la couleur d'un film de savon, on peut avoir son épaisseur. Alors lui, pour quantifier la couleur, c'est pas forcément évident, hein. Nous, on a des appareils qui s'appellent des spectromètres, mais lui, il n'avait pas ça, lui, il avait ses yeux. Donc ce qu'il a fait, pour construire cette échelle-là qui vous donne une correspondance directe entre la couleur du film en haut, enfin là quoi, et son épaisseur ici en nanomètres, il a fait une échelle, si on veut, qualitative des couleurs qu'il voyait. Donc il a défini, voilà, vert jaunâtre, pour moi c'est ça, et il a vu que la correspondance c'était, quand je vois du vert jaunâtre, l'épaisseur du film est 551 nanomètres.
Et là où il était super fort, c'est qu'il a aussi défini le jaune verdâtre. Et le jaune verdâtre, attention, c'est pas du tout pareil. Jaune verdâtre, ça vous fait un film de 575 nanomètres. Donc en fait, ce monsieur-là, Newton, au premier coup d'œil, il vous disait « Ouais, à vue de nez, là, votre film, il a 650 nanomètres d'épaisseur. » Un nanomètre, c'est 1 milliardième de mètre. Donc, voilà.